Bonsoir, salam alaikum. Bienvenue dans votre programme Sciences et civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Rachid Al-Fatimi. Avant de vous le présenter, je voudrais donner quelques indications sur les neurosciences, Ulum Demar. Ce sont des sciences qui se sont beaucoup développées et dans leur développement, aujourd'hui, elles permettent et un meilleur diagnostic des maladies et parfois un meilleur pronostic. Donc c'est une séance consacrée à ces neurosciences, al-ulum allati tata'allaq bi Demar. Avant de parler de ces sciences, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours, qui est une épopée à travers plusieurs régions, et d'abord la région du sud-est marocain, Tinrir. Voilà, je suis né à Tinrir, donc et très jeune, je suis parti en France. En France, rejoindre mes parents, les parents. Donc mon père, et rejoindre Montpellier, où j'ai vraiment fait mes études, grandi, fait mes études primaires, collège et lycée, avant d'aller sur la région parisienne. Et avant d'aller dans la région parisienne, c'est le moment des études supérieures. Absolument. Avant cela, comment est née la passion pour la science? En fait, elle est née très très jeune. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est très jeune. Et c'était via, je lui rends hommage, un oncle, oui. qui faisait son DEA de physique à ce moment-là, et qui parlait pas mal de physique quantique, de mathématiques, de Schrödinger. Ça ne me disait pas grand-chose. Mais j'étais très jeune. J'entendais beaucoup de mots de physique et de mathématiques. Et donc mathématiques. Je me voyais beaucoup plus dans la recherche en mathématiques, en physique. Finalement, c'est un de mes frères qui est devenu physicien, et moi, je suis allé vers la biologie, alors que ce n'était pas le premier destin. Mais c'est ça, c'est très souvent cela, les sciences. Absolument. On se met dans une recherche et puis elle nous guide dans des régions du savoir qui ne sont pas celles qui, intentionnellement au début, étaient programmées. Donc vous commencez donc après Tinrir, on a Montpellier et on a l'école normale supérieure de Paris, je crois. Par la suite, donc le destin a fait que je suis allé vers les sciences biologiques. Et donc fait une thèse en neurosciences. En neurosciences. Et c'était au début vraiment un début de thèse sur la partie biochimie, cell biologie. Et puis le fait des recherches qu'on faisait nous amenait vers les neurosciences. Et donc c'était au départ sur une protéine sur laquelle nous travaillons et qui était désactivée par le stress. Et après avoir fait en fait des souris dans lesquelles ce gène était inactivé, on s'est aperçu que le phénotype que nous avions était une malformation cérébrale de ces souris-là. Et comme c'est une protéine qui répond au stress, on est allé chercher quel est le type de stress connu qui nous donne un phénotype similaire à ce que nous observions dans les souris qui n'avaient pas ce facteur qui s'appelle HSF2. Et cette protéine, c'est génétiquement qu'elle est programmée? Elle est exprimée dans le développement in utero, beaucoup plus accentuée dans le développement du cerveau. Et cette protéine, lorsqu'elle est absente, on observe des malformations au niveau du cerveau. Alors, pour faire un peu de façon schématique, on va dire que le cerveau va se former sur 6 couches. Donc le cerveau humain sur 6 couches. Il y a une première base qui va être au niveau des ventricules, où il y a des neurones qui vont migrer. Ils vont migrer pour former la première, ils vont traverser la première couche pour former la seconde, ainsi de suite. Donc il y a différents types de migration, mais pour aller très simplement, les neurones vont migrer comme un élastique. Ils vont étendre un prolongement, ils vont ramener le corps. Donc ça fait comme des déplacements de ce type-là. Oui, je vois. Et le manque de ce facteur-là fait que ces neurones vont mal se positionner. Il y a toute une programmation pour leur dire arrêtez-vous à cet endroit-là, à la première couche, au suivant, en migrant sur des fibres. Donc c'est comme ça que le cerveau va se former. Je comprends. Et donc on était parti sur un stress
oxydatif en fait par la consommation d'alcool lorsque les femmes sont enceintes. Il y avait un neurochirurgien qui est neuropédiatre et qui observait ce qu'on appelle des hétérotopias. C'est des amas de neurones qui migrent pas au bon endroit et qui s'assemblent à certaines couches. En raison de l'absorption de boissons alcoolisées. De boissons alcoolisées durant donc la conception, au moment où la femme est enceinte. Donc, et on cherchait à trouver le mécanisme qui expliquait comment l'alcool allait perturber le développement du cerveau en agissant sur la migration de ces neurones-là, sur les programmes qui vont leur dire de vous arrêter à cet endroit-là. Cette publication de ma thèse avait fait 2 pages dans le journal Le Monde, puisqu'on proposait, pour une fois, un mécanisme moléculaire pour expliquer ces défauts-là. Vous avez fait, je rappelle aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, votre thèse à un moment où, 20 ans auparavant, la biologie moléculaire s'était développée d'une manière très importante. Absolument. Et donc, ces sciences biologiques ont été dans l'infiniment petit, invisible. Absolument. Pour arriver dans l'infiniment grand, si je puis dire, nous, les corps composés, pour la thérapeutique des personnes qu'on voit et qui sont visibles. Pour soigner les gens, on est obligé d'aller dans ce monde invisible que vous avez exploré pour ce qui est de cette protéine responsable du mauvais déplacement des neurones. Absolument. Absolument. Donc là, on proposait un mécanisme. Et ça, c'est très important. À chaque fois qu'on va chercher une solution, une thérapie, on doit d'abord comprendre comment ça marche. Bien sûr. Et la biologie, pendant longtemps, était une science d'observation. C'est devenu récemment une science relative et elle génère beaucoup de données. Une science relative dans le sens où un biologiste c'est très complexe. Les choses sont très complexes. Et on doit comparer un état A avec un état B. Et l'état B, il lui manque un facteur. Eh oui. Et donc, c'est là qu'on compare. Donc, dans toute approche biologique, c'est comme si vous ouvrez le capot d'une voiture. Oui. Vous avez un super beau moteur, vous avez des fils, mais c'est en déconnectant la tête du delco que vous absorbez le rôle de l'instrument. Vous débranchez la batterie, vous comprenez. Donc, les maladies pour un biologiste, tout en cherchant la thérapie, la solution, ça nous permet aussi de comprendre les mécanismes de fonctionnement. Et le mécanisme du vivant, du fonctionnement. Alors, on est parti dans le détail technique de votre recherche et de votre thèse, mais précisément, la recherche, c'est un processus long. Absolument. Et il faut que précisément les téléspectatrices et téléspectateurs se rendent compte que c'est un long processus, mais qui apporte beaucoup de joie à l'esprit. Absolument. Et cette joie de l'esprit, vous avez continué à la ressentir. Vous avez quitté la France pour aller d'abord au Canada et puis à Harvard University, donc l'université la première mondialement référencée. Alors sur ce parcours de Tinrir, Montpellier, l'École normale supérieure de Paris, maintenant on est au Canada avec vous. Absolument. Et après aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous a apporté le passage par le Canada, puis le passage par les États-Unis? En fait, par le Canada, c'était un groupe qui travaillait sur le retard mental, dû à l'absence d'une autre protéine qui s'appelle FMRP. Donc, on appelle le X-fragile. Et c'est le cas génétique le plus répandu du retard mental. Donc, ça permet, en fait... Donc, je voulais continuer un peu au-delà de la formation du cerveau, d'avoir un peu cette expertise et des connaissances. On avait les 6 couches. On a les 6 couches, c'est formé, mais je voulais un peu plus comprendre comment vont se connecter les neurones, comment tout ça fonctionne. Donc les réseaux neuronaux, etc. Et un des meilleurs modèles, c'est de travailler sur cette protéine-là qui s'appelle FMRP. Donc l'absence d'FMRP chez les enfants sont atteints d'un retard mental très prononcé. Et cette protéine est très importante dans la connexion entre les neurones. Donc elle permet de faire de la traduction localisée, ce qu'on appelle au niveau des synapses, pour améliorer la connectivité, la connexion entre les neurones. Et donc c'est un peu le processus d'information d'un neurone à un autre, le processus de mise en mémoire
donc le processus de mise en mémoire ou d'apprentissage, c'est toute une bascule entre les neurones et des réseaux qui vont se faire. On ne se rend pas compte de cette complexité. Absolument. La complexité, Absolument. parce qu'on voit de l'extérieur une personne qui a des difficultés, qui a un retard mental, etc. On ne se rend pas compte tout l'arrière-plan ou l'arrière-pays Absolument. dans la complexité du cerveau, dans la migration des neurones que vous expliquiez tout à l'heure, etc. C'était beaucoup plus une recherche autour du retard de l'enfant qui est souvent génétique. Qui est dans ce cas-là génétique. Il y a des facteurs parfois environnementaux comme la consommation d'alcool ou d'autres, ou du plomb ou d'autres métaux lourds durant la grossesse qui peuvent après induire des changements au niveau de la régulation des gènes et qui peuvent parfois perturber des facteurs importants qui sont dans la maturation des neurones, leur connexion, leur fonctionnement et qui peuvent induire des retards dus au développement. Il y a beaucoup de maladies qu'on observe beaucoup plus tard qui viennent des fois du développement. Donc ça, c'est très important, génétique. Et à la part aussi de l'environnement et du contexte qui joue beaucoup. Et les thérapies ont beaucoup avancé sur les maladies rares et les maladies génétiques. Et donc c'est là on se rend compte qu'il faut aller un peu plus loin et les thérapies génétiques apparaissent pour essayer de pallier ces dysfonctionnements-là. Il y a tout un champ de biologie qui explore par la thérapie génétique, donc par modification du gène, par l'utilisation de l'ARN. Donc oui. L'ARN, on a entendu beaucoup avec le Covid. On a beaucoup parlé de l'ARN messager, de l'ARN messager. Vous avez fait des recherches, mais là, je crois que c'est beaucoup plus votre point de chute à Harvard sur les ARN non codants. Absolument. Alors là, il faut un peu d'explication. Alors là, c'est fabuleux. Moi, je vous dis que c'est fabuleux parce que... Oui, il y a beaucoup de joie dans la recherche. C'est ce que les gens doivent se rendre compte. C'est fabuleux parce que vous avez... Donc là, si je suis juste sur mon parcours pour voir la cohérence, c'était donc la partie thérapie par gène qui est innovatrice et qui est une partie de l'avenir de la médecine dans le futur. Donc l'idée, c'est au moins pour voir comment on peut arriver à utiliser ces outils-là. Et l'ARN est un outil extraordinaire. Alors, il y a la partie codante. L'ARN, c'est donc une protéine. C'est un acide nucléique donc, qui est transcrit. Donc, l'ADN, il porte l'information, stocke l'information. Et cette information-là, elle est décodée sous forme de gènes qui sont exprimés sous forme d'ARN. Et alors, on va dire, il y a deux classes d'ARN. Les codants, et ça va vous surprendre, ça surprend beaucoup les gens. Oui. La partie codante sur laquelle la biologie s'est basée sur ces centaines d'années et sur la partie codante. Qui donne des protéines. Et les protéines donnent une fonction. Donc on était dans ce schéma-là, ce dogme. C'est pour ça que j'ai j'ai associé les ARN aux protéines. Donc ça, c'est le dogme. Ça, c'est le dogme des ARN. Et la science est là pour challenger les dogmes, pour défier les dogmes. Voilà, donc ça c'est le grand dogme. Mais la partie messager, c'est vrai que c'est les ARN les plus exprimés, c'est la partie ARN messager. Qu'on a vu fonctionner dans les vaccins Covid. Il représente 2,3% de notre information génétique. Oh là là. Le reste est ce qu'on appelle black biology. C'est la boîte noire un peu en biologie, c'est les ARN non codants. Il y a des lents, il y a des petits, il y a des circulaires même. On a même découvert sur certains virus des ARN circulaires et même chez des mammifères récemment, ça a fait de publication Nature en 2017. Donc il y a toute une classification d'ARN qui ne donnent pas de protéines, mais qui ont des fonctions. Il y avait un prix Nobel sur le ribosine, donc c'est un ARN qui avait une activité un peu catalytique, donc ça avait donné lieu à un prix Nobel. Et puis il y a les petits ARN, les silencing RNA, ça a donné un autre prix Nobel. Les microRNA, ça donnera probablement un autre prix Nobel parce qu'elle n'a pas été attribuée. Ça a été découvert dans les années 98. Et ainsi de suite. Il y a tout un monde maintenant qu'on découvre. Et vous êtes rentré dans ce champ de recherche. Et moi, je suis allé là-dedans, dans les petits ARN. Et là, c'est plutôt au moment où vous êtes à Harvard. C'est vraiment là où j'ai travaillé vraiment beaucoup sur les petits ARN pour les utiliser pour de la thérapie. Donc, et vous avez, pardon de vous interrompre, mais c'est pour que vous développiez ce point pour les téléspectateurs, vous avez pu arriver à breveter une recherche autour de ces ARN non codants. Absolument. En fait, sur le glioblastome, là, c'était la partie cancer.
Sur le glioblastome, c'est un cancer très complexe. Oui. C'est un cancer très complexe parce qu'on va trouver beaucoup de mutations qui induisent sont à la base de ce cancer-là. Donc, aller corriger ces mutations qui sont assez multiples, c'est un peu dérisoire. C'est très complexe, ça ne peut pas être une thérapie. Donc, on s'est dit, on va aller chercher des ARN qui seraient présents dans les glioblastomes, dans les tissus cancéreux, et qui ne sont pas du tout présents ou très peu dans les cerveaux normaux. Donc on a fait tout un jeu d'analyse de data après transcriptomique sur beaucoup de gliomes. Donc il y a une base importante qui a été mise aux États-Unis sur ça. Les Chinois sont en train de faire une base aussi. Excusez-moi de vous interrompre. Ce cancer que vous avez cité, glioblastome, aujourd'hui, il est vraiment méchant, au sens où il n'y a pas l'espérance de vie, c'est maximum 16 mois. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour arriver aux mêmes espoirs que ceux qui ont été réalisés dans les autres cancers qu'on arrive à plus maîtriser. Mais aujourd'hui, en 2022, on peut dire, 2022-2023, que c'est véritablement un défi encore. Toutes les molécules qui sont sur le marché pour ce glioblastome ne prolongent la vie en moyenne que 3-4 mois, mais dans des conditions difficiles. Sans il n'y a pas qualité de vie. De traitement. Et nous, l'innovation qu'on est allé voir, c'était on est tombé sur un petit ARN. Ça s'appelle Myrtine B, ça s'appelle 10B, donc HLA-B, et qui n'est pas du tout dans le cerveau adulte. Pas du tout. Ah, il faut aller chercher chez l'enfant. Né dans les astrocytes, né dans les neurones, dans le développement. Mais le glioblastome, on s'intéresse au glioblastome des adultes. Et là, on s'est dit, pourquoi ce petit ARN est dans le glioblastome, il n'est pas dans le tissu normal. Donc, lorsqu'on l'a désactivé, donc on le bloque, ou alors on l'enlève directement par des ciseaux moléculaires pour enlever sa fonction dans les glioblastomes, ça réduit la tumeur, voire ça les tue complètement. Ah, oui. Donc, c'est ça qu'on a pu breveter. Et le papier qu'on a fait en 2017 a été le premier papier qui a utilisé le genome editing. Donc, il y avait le prix Nobel il y a 2 ans, Doudna et Charpentier là-dessus, sur les ciseaux moléculaires. C'est très important. Et on a été le premier à utiliser cette découverte-là pour l'utiliser pour un potentiel traitement sur des modèles animaux, modèles de cancer humain. C'est extraordinaire. Quand on vous entend parler, on se dit toute une vie consacrée comme ça à la recherche. Le temps file. Absolument. Je vous propose que l'on se déplace. Absolument. Oui. Donc on va continuer notre conversation de cette façon. Alors nous sommes à Harvard. Ouais. Vos travaux sur cet ARN non codant spécifique ont été brevetés. Il y a des espoirs thérapeutiques qui sont accompagnés. Après ce travail, vous êtes toujours engagé avec Harvard, même si maintenant vous habitez le Maroc, je crois. Oui, absolument. Je suis complètement au Maroc et je suis engagé avec l'université Mohamed VI Polytechnique, donc à Ben Guerir principalement. Oui. C'est là où il y a le cœur, la partie très science en tout cas. Il y a beaucoup de campus. Il y a une école de médecine que vous dirigez. Donc, que je dirige avec toute une équipe qui vient d'être mise en place. C'est la première année, je crois. C'est la première année, la faculté de médecine et de pharmacie. Vous êtes de nouveau dans une belle aventure. Dans une belle aventure, etc. Donc c'est une super belle aventure avec toute une équipe absolument extraordinaire qui travaille d'arrache-pied pour essayer de mettre en place cette faculté de médecine et de pharmacie. Et c'est des gens fabuleux qu'on remercie tous les jours avec toute la charge de travail qu'il faut arriver à mener pour qu'on puisse mettre les choses sur le rail et d'atteindre l'excellence qu'on souhaite. On est parti de Tinrir, Montpellier, Paris, le Canada, Harvard. On est revenu à Ben Guerir et il y a quelque chose qui vous tient à cœur. L'émission s'appelle Science et Civilisation. Ilm wa Hadara. Et vous êtes très engagé dans la transmission de la science. Et dans le sud-est duquel vous venez, vous voulez faire arriver ce que vous appelez des bibliothèques du savoir, Khizanat al-Ilm, dans les régions rurales. C'est ça.
Dites-moi un peu ce projet magnifique. Ça, c'était un projet que je faisais avec beaucoup de copains à l'époque sur Paris. Donc, on collectait des livres. À la base, c'était commencé des livres. C'était un copain qui avait commencé ce projet-là. C'est devenu une association que j'avais rejoint. Et puis, on collectait des livres dans différentes universités. À l'ENS, justement, tous les collègues savaient ça. Et puis, de temps à autre, ils me déposaient des bouquins. Et donc, on constituait des petites médiathèques sur toute la vallée de Toudra. On plaçait des petites médiathèques. Et puis, ça avait pris une ampleur. Donc, les jeunes venaient lire. Et puis, on essayait d'agrandir ça. Et puis, on a commencé à faire ça aussi en collaboration avec des associations maliennes, etc. Donc, avec l'idée juste d'aimer la lecture. De retrouver ce qu'il y avait dans cette civilisation arabo-musulmane. Autour des zaouillettes, autour des marabouts, il y avait toujours beaucoup de livres. Absolument. Et beaucoup d'études. On imagine le continent africain et la partie saharienne et subsaharienne, on imagine que c'est du désert. En fait, il y a beaucoup de savoir dans le désert. Il y a beaucoup, il faut le perpétuer, il faut continuer aussi d'intéresser les très jeunes. Parce que pour moi, en tout cas, ma perception, c'est que les choses se font très jeunes. Oui. Dès l'école primaire, c'est de là qu'on s'intéresse, qu'on a des rêves. Et ces rêves-là, c'est ceux-là qu'on va après aller poursuivre. À vos recherches, parce que comme vous vous êtes beaucoup intéressé au développement du cerveau de l'enfant, absolument, vous êtes sensible à ce développement qui aujourd'hui, justement, à l'intérieur de l'utérus in utero jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 absolument, ans, il est en développement. Et il ne faut pas rater ce moment de développement. C'est très important. Après, c'est beaucoup plus difficile, les apprentissages. Et c'est ça qui fait aussi de l'être humain une exception, du vivant. Parce qu'en tant que biologiste, on voit le vivant d'une manière peut-être qui n'est pas perçue par d'autres, donc avec des prismes. Parce qu'on est souvent concentré sur l'élément humain. C'est ça. Et on ne voit pas toute l'échelle du vivant. Absolument. Donc le développement du cerveau chez l'homme, il n'est pas du tout de la même manière. Même si les mécanismes sous-jacents peuvent être familiers, que le développement chez l'homme est continu. Et continue. On dit que ça continue jusqu'à 25 ans, mais ça beaucoup plus loin que ça, puisqu'il y a même des cellules souches qui sont dans deux parties du cerveau, qui continuent au-delà même de 65 ans. Mais les apprentissages se font quand même à un âge... Et les apprentissages se font à un âge précoce. Et les connexions neuronales se font à un âge précoce. C'est magnifique. Et tout ça se fait à un âge précoce et ça continue à se développer. Et le versant négatif, quand ces connexions ne se font pas... Et c'est là où ça commence, par exemple, si on prend le cas de l'Alzheimer, et on a aussi proposé une thérapeutique majeure sur les ARN encodants, sur les pathologies, les tauopathies, qui lient la protéine tau, donc que ce soit l'Alzheimer, les PSP, etc. On a trouvé un petit ARN, et ça c'est fabuleux, parce que ce petit ARN, dès que vous l'augmentez, son expression dans les neurones, en tout cas des souris, ces souris-là apprennent plus facilement. Il y a une transmission synaptique plus facile. Et on a proposé ça parce que dès qu'on l'augmente, on bloque, on arrête, en tout cas on réduit la progression de la maladie d'Alzheimer, la dégénérescence. Parce qu'effectivement, les trois domaines dans lesquels vous avez mené des recherches, c'est le cancer du cerveau dont on a parlé tout à l'heure, le retard de développement de l'enfant et bien sûr les maladies neurodégénératives. Absolument. Et c'est ça qui m'intéresse aussi et c'est ça que j'essaie de mettre en place, en tout cas avec les jeunes doctorants, post-doc qui travaillent avec moi pour essayer d'instituer ces deux thématiques qui me semblent très importantes. Et la neuroscience au Maroc doit reprendre un peu flambeau parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de neurosciences dans le pays. Il y en a quelques-uns. Mais maintenant, le pays peut compter sur vous. C'est magnifique. En tout cas, c'est une petite pierre parmi les... Ah oui, mais vous avez nombreuses toute l'humilité des personnes qui sont engagées dans la science. Monsieur Fatmi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous avons fait ce voyage dans les neurosciences, Ouloum démarre, et on a pu voir combien cette recherche donnait et de la joie pour l'esprit, qui n'est pas le cerveau, donnait beaucoup de joie et surtout supposait beaucoup de précision et allait dans ce monde
invisible du cerveau duquel nous dépendons tant. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine séance. Au revoir.